Écoute de soi versus égoïsme. Voilà le sujet qui va être abordé dans les prochains instants et comme tous ceux que je peux traiter au fil du temps, eh bien l'important c'est de ne pas croire ce que je dis, ne pas adhérer spontanément, vérifier avec votre sensibilité qu'est-ce qui peut être réel par rapport à vous. Faites preuve d'esprit critique. Et comme par rapport à toute chose, naturellement, donc je vais parler le sujet en vous mentionnant d'entrée de jeu qu'il m'est venu suite à une discussion avec une personne que j'ai eue. Et c'est sûr que suite à ça, ben ça m'a donné le goût là, de produire l'enregistrement présent. Donc, l'égoïsme a été souvent quelque chose qui a été critiqué au fil du temps. Donc, on dit « Ah, quelqu'un est égoïste, tu vas penser à toi. » Et c'était associé à quelqu'un qui se souciait de lui. Et ce que je veux mentionner, la nuance que je fais par rapport à l'utilisation du terme égoïsme, donc, en ce qui me concerne, l'égoïsme, c'est pas de penser à soi, fondamentalement. C'est de penser à soi au détriment des autres, ou dans l'esprit de nuire aux autres. Donc, moi, je veux apporter cette nuance-là parce que je la trouve très importante. Parce que quelqu'un qui n'est pas à l'écoute de lui-même, tôt ou tard, il va souffrir de cela. Parce que si quelqu'un a des besoins, puis ça fait 10 ans qu'il n'écoute pas ses besoins, ben, puis il est tout le temps centré sur les autres, puis cherche tout le temps à faire plaisir aux autres, tôt ou tard, il risque de se vider de son énergie vitale. Tôt ou tard, bien, ça peut lui occasionner des problèmes de santé physique, des problèmes de santé mentale. Ça peut l'amener à connaître un épuisement personnel, un épuisement professionnel, de vivre un état de dépression. Non, l'écoute de soi est fondamentale. Et pour moi, être égoïste, c'est quelqu'un qui va chercher à nuire à autrui en écoutant seulement ses besoins au détriment de ceux des autres. Mais quelqu'un qui est capable d'écouter ses besoins puis il est à l'écoute aussi des autres. Pour moi, c'est l'idéal, ça crée un équilibre. Et la problématique, c'est que des gens, pendant des décennies, des générations, ont été conditionnés, entre autres, par la religion catholique ici au Québec, à valoriser exclusivement le sacrifice pour les autres, l'oubli de soi. Et à ce moment-là, ben, les gens, naturellement, ont fini par oublier d'être à l'écoute de leurs besoins et de s'oublier. Et c'est sûr qu'on peut se poser comme question, est-ce que ça a fait en sorte que plusieurs personnes qui se sont ramassées avec des problèmes d'Alzheimer, c'est-à-dire d'oubli, carrément au niveau physique, ça serait de voir l'incidence que ça peut avoir, mais quoi qu'il en soit, eh bien, c'est sûr que je vais aller dans le sens du rappel constant à soi, et de l'écoute de soi, du respect de ses besoins, de l'écoute de sa sensibilité, parce que c'est ce qui permet, de par mes observations, d'avoir une vibration beaucoup plus vitalisante, d'être plus en santé, d'être plus cohérent. Parce que c'est sûr que si la personne est dans l'optique de se soumettre à un agenda associé entre autres à la religion ou les gens qui se sacrifient pour les autres, à l'image de Jésus-Christ, qui est l'archétype qui a été mis de l'avant, entre autres par la religion catholique, à l'effet que Jésus-Christ a commis le sacrifice ultime, c'est-à-dire qu'il a accepté de mourir sur la croix en rédemption pour les péchés de l'humanité, donc les fautes que les êtres humains auraient connues, donc pour sauver le collectif humain, il a accepté de mourir, faisant le sacrifice ultime de son existence sur le plan physique. Donc, c'est sûr que si on valorise des gens comme ça, puis on propose aux gens comme modèle de leur ressembler, bien, ça fait des gens qui vont chercher à être au service du collectif et qui vont chercher à sauver les autres. Par contre, il faut regarder l'incidence que ça peut avoir sur l'équilibre et la santé psychologique d'individus adhérents à de tels concepts. Est-ce que c'est dans l'intérêt réel de l'individu d'agir ainsi? Est-ce que ça favorise son évolution? Est-ce que ça favorise son développement? J'ai des sérieuses questions par rapport à ça. C'est sûr que ça favorise pas non plus l'épanouissement de soi.
Sauf que le point que je veux aborder par rapport au sujet, c'est qu'il y a des gens qui, pendant plusieurs années, ont été conditionnés à ne pas s'écouter pour plaire à autrui, pour aller dans le sens d'une programmation religieuse ou de se sacrifier pour les autres était très bien vu. Puis là, les gens qui ont connu ça pendant longtemps vont se sentir coupables s'ils sont à l'écoute d'eux, s'ils prennent du temps pour eux. Et c'est sûr qu'à ce moment-là, je trouve ça extrêmement limitatif par rapport à un développement. Puis là, il y a des gens qui doivent se sortir de ce conditionnement-là. Donc, ça prend de l'énergie, parce que la personne s'accorde du temps pour elle-même, sans se sentir coupable. Donc, c'est sûr que c'est un défi. Et l'enregistrement est en relation ici avec une personne avec laquelle j'ai discuté, qui est quand même avancée en âge et qui a baigné pendant plusieurs décennies dans un conditionnement associé à la religion qui a été très fort. Et c'est sûr que la personne, ça a occasionné des déséquilibres, puis la personne qui a souffert de ces déséquilibres-là, puis là, elle est rendue à un point où elle doit se redéfinir, mais elle trouve ça difficile d'être à l'écoute d'elle-même parce que a été conditionnée depuis son enfance à se sentir coupable à chaque fois qu'elle pense à être à l'écoute de ses besoins. Donc, à ce moment-là, c'est extrêmement retardataire comme programmation par rapport à son évolution. Donc, c'est un défi de taille de changer les choses dans sa vie. Et c'est sûr que ça prend une volonté inversement proportionnelle à la puissance de la programmation pour la mettre en échec et se redéfinir, se reconstruire autrement sur le plan psychique. Donc, en étant plus à l'écoute de soi. Et c'est sûr que, dans le fond, en ce qui me concerne, de ma compréhension des choses, pour qu'une personne soit épanouie, oui, il faut qu'elle soit capable d'être à l'écoute des autres, être capable de s'ajuster par rapport à eux, mais fondamentalement, il faut qu'elle soit à l'écoute d'elle-même. Et c'est sûr que sur le plan historique, il y a des gens qui ont été programmés puis conditionnés pour toujours se soumettre à un agenda collectif en leur disant « Ah, ben si tu t'écoutes trop, c'est pas beau, t'es pas correct, t'es pas un bon t'es pas un bon croyant ou t'es pas un bon citoyen. » Puis on utilise la manipulation, le chantage, la culpabilisation. Et c'est sûr qu'il y a des gens que, en fonction d'un conditionnement religieux très fort implanté au fil de plusieurs décennies, qui en voient les limites, qui en souffrent de ça et qui ont à se redéfinir, ben c'est un tour de force de le faire. Et il y a des gens pour des raisons aussi de programmation familiale. Si par exemple une mère de famille se sent coupable de passer du temps pour elle à faire des activités sans consacrer ce temps-là à ses nombreux enfants. Donc, à ce moment-là, est piégé, est limité donc, dans son existence. Donc, c'est sûr que tant que l'individu se soumet à un agenda collectif, que ce soit religieux, que ce soit familial, au détriment de l'éclosion de sa propre identité, ça la limite dans son individuation. Ça, c'est clair. Et de sortir de conditionnement qui nous fait sentir coupable à chaque fois qu'on pense à soi, c'est pas évident. Parce que si l'association que de penser à soi comme étant quelque chose de péjoratif, de mauvais en soi, est très ancré en nous, de défaire ça, ça risque de pas de se défaire, cette forme-là, du jour au lendemain. Ça peut demander du temps, de l'énergie pour pas être rattrapé en fonction de l'ancienne programmation. Et c'est sûr que la problématique présentement, ben, c'est que des gens qui ont été extrêmement mal éduqués par les individus de leur environnement, leur famille, ensuite la société en général, puis de se redéfinir individuellement en dehors d'un conditionnement collectif lourd, c'est pas évident, surtout dans un contexte où, présentement, dans le cadre de la crise du coronavirus COVID-19 qui se déroule présentement, on cherche à instituer d'autres programmations sociales. Donc, autrement dit, autrefois, ici au Québec, on faisait se sentir coupable la personne qui refusait d'avoir des enfants à chaque année. Donc, c'est sûr qu'autrefois, au Québec, il y avait des curés,
donc des représentants là, de la religion qui faisaient du porte-à-porte pour mettre une pression sociale pour que les femmes en âge de se reproduire aient des enfants chaque année pour favoriser l'augmentation du nombre de chrétiens au Québec. Donc, plus qu'il y a de femmes qui ont des enfants et plus que ça permettait à la religion catholique d'augmenter en nombre d'adhérents, donc pour gagner des parts de marché. Et les gens qui n'allaient pas dans le sens de cet agenda-là, ben, ils étaient pointés du doigt, on les faisait sentir coupables. Et présentement, dans le cadre de la crise du coronavirus COVID-19, eh bien, les journalistes, combinés avec les instances gouvernementales, cherchent à amener par des propos tenus à se sentir coupables les gens qui ne vont pas dans le sens d'adhérer aux mesures sanitaires qui sont présentées. Donc, cette stratégie-là est utilisée par certaines personnes et c'est déplorable. C'est sûr que si on fait appel à l'intelligence de l'individu, bien, on peut présenter des mesures sanitaires en leur expliquant quelles sont leurs utilités sociales, au lieu de dire aux gens que si vous ne soumettez pas à ça, vous êtes un mauvais citoyen. Même peut-être qu'autrefois, quelqu'un qui ne se soumettait pas à la religion, qui avait beaucoup d'emprise, on disait à la personne qu'elle n'était pas une bonne croyante. Donc, c'est sûr que de par la façon que en société, les gens étaient conditionnés par la religion aujourd'hui a moins d'emprise qu'autrefois, naturellement, sur la société québécoise et d'autres sociétés dans le monde. Et là, on dirait que au lieu d'avoir une religion avec des croyances religieuses, là, on a comme une religion, une doctrine sanitaire, et c'est comme des dogmes qui, de par les adhérents à la religion, sont incontestables. Donc, quelqu'un qui va remettre en question un dogme qui est établi, eh bien, à ce moment-là, elle peut se faire excommunier par la religion. Elle va être mal vue. Donc, et là, on a des dogmes scientifiques en relation avec le coronavirus. Et moindrement que la personne cherche à évaluer les choses par elle-même, donc, est à l'écoute de qu'est-ce que ça lui dit intérieurement dans son individualité par rapport au coronavirus. Puis si ça lui dit des choses qui ne vont pas dans le sens du discours officiel, ben, elle va être pointée du doigt. Au même titre que quelqu'un qui autrefois critiquait la religion. Aujourd'hui, socialement, c'est plus accepté d'avoir un regard critique par rapport à la religion. Par contre, en dehors de la doctrine sanitaire, point de salut. Pourquoi que je dis ça? C'est en relation avec la censure qui est très présente en société. Récemment, Alexis Cossette-Trudel, qui est un lanceur d'alerte québécois, a vu sa page Facebook censurée. Par la suite, son compte YouTube, alors qu'il propageait des idées, de ce que j'ai vu, j'ai pas tout écouté ses vidéos, là, je vais être honnête avec vous, mais j'ai pas vu de propos haineux en tant que tels, des propos pour attiser le racisme, la misogynie. Donc, j'ai pas vu ça dans ses propos. Fait que je me pose sérieusement la question de la pertinence du fait qu'il a été bloqué. Il a été censuré sur Facebook et également sur YouTube. Et il y a eu d'autres personnes qui ont été censurées. Je pense notamment à Jean-Jacques Crèvecoeur, qui est un lanceur d'alerte également là, québécois. Sinon, ben, j'ai observé comme phénomène Choix Radio X, qui est une station radio au Québec, donc composée d'irréductibles Québécois qui ont présenté des oppositions, des oppositions, c'est-à-dire des opinions, qui n'allaient pas nécessairement dans le sens du discours officiel là, du gouvernement. Et à cause que, à différence des autres médias qui propagent la pensée unique, c'est différent, eh bien, ce qui est arrivé, c'est que le maire de la ville de Québec, où se trouve la station, a dit qu'il arrêtait d'acheter de la publicité là, pour cette station. Et il y a des gens au Québec qui ont invité des entreprises qui annonçaient à la station de choix d'arrêter de faire d'acheter du temps d'antenne pour de la publicité là, auprès de cette station.
Donc, pour couper les vivres, pour qu'il y ait un boycott de cette station de radio qui ne va pas dans le sens des autres stations de radio, de télévision au Québec, là. Donc, c'est sûr que en voyant ces manifestations-là de censure, c'est sûr que je trouve ça extrêmement regrettable. Moi, ce que je perçois, c'est collectivement une espèce de chasse aux sorcières qui s'opère où les gens qui sont à l'écoute d'eux-mêmes et qui vont dire des choses qui vont pas nécessairement dans le sens du discours officiel sont pointés du doigt. Et moi, ce que j'invite les gens, c'est à tout moment de faire preuve d'esprit critique. Et pour moi, être à l'écoute de soi est fondamental. Donc, c'est sûr que si ça me dit quelque chose intérieurement qui va pas dans le sens du discours officiel du gouvernement, je vais être à l'écoute de ma sensibilité. Parce que si je suis à l'écoute seulement des autres et pas de moi-même, ben je vais me perdre de vue. Puis tôt ou tard, je vais en subir le contre-coup. Si, je vais donner un exemple très concret pour illustrer ce que je veux dire. Si, lorsque je marche à l'extérieur, il y a un caillou qui rentre dans mon soulier, et ça me crée une douleur en dessous du pied parce qu'il y a un caillou qui est là. Ensuite, il y en a un autre, puis je suis pas à l'écoute de moi, de la sensibilité de ma peau en dessous de mes pieds. Puis ça me fait mal, puis j'en viens à avoir la peau irritée. Tôt ou tard, de ce manque de sensibilité par rapport à moi-même, je vais en souffrir. Même chose si je vais me faire bronzer au soleil, puis je suis pas à l'écoute de l'épiderme de ma peau, puis j'attrape un coup de soleil, je vais en souffrir. Et c'est la même chose par rapport à tout, puis même dans les dimensions les plus subtiles qui impliquent la pensée. Et c'est sûr qu'en tant qu'individu, quand même qu'on voudrait me faire sentir coupable de ne pas aller dans le sens du discours officiel par rapport à certaines prises de position que je vais faire, bien, je ne vais pas acheter ça. Parce que sans ça, je ne suis pas libre individuellement. Je ne respecte pas ma sensibilité. Bien entendu, je n'invite pas présentement les gens à la désobéissance civile, comprenez-moi bien. Par contre, j'invite les gens à être à l'écoute de leur sensibilité. Donc, c'est sûr que moi, lorsque j'entends certaines lois qui ont été votées, même pas, non, ils n'ont pas été votées, ils ont été imposées par les gouvernements par décret en relation avec les mesures d'urgence. Si, par exemple, on me dit « Ah, ben, t'as pas le droit d'être à moins de 2 mètres de quelqu'un qui ne fait pas partie de la même unité familiale que toi », avec mon intériorité et ma sensibilité, je me permets d'évaluer si c'est intelligent ce qui est dit. Et ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que par rapport à la notion de karma, donc de contre-coup par rapport à un agissement qui manque d'ajustement en relation avec l'intelligence cosmique, les lois universelles, c'est que le karma existe en vertu d'un individu qui n'agira pas de manière concordante avec les lois de l'esprit. Mais c'est des lois énergétiques qui sont indépendantes, dans certains cas, de certaines lois présentées par le gouvernement. C'est-à-dire que les lois d'énergie sont des lois qui sont fondamentales par rapport à l'univers et qui sont par-delà par rapport aux lois qui sont codifiées dans des formes. Parce que je vais vous donner un exemple concret. Un individu qui rencontre un autre, dans un certain cas, qui soit à moins de 2 mètres de distance, vibratoirement, c'est correct. Puis dans un autre cas, 2 personnes différentes, à moins de 2 mètres, ils devraient être plus loin que 2 mètres ou même 3 mètres. Donc, c'est du cas par cas. Donc, c'est sûr que d'imposer des lois mur à mur que chaque individu doit se soumettre, puis ça augmente avec le temps, puis il y a des lois par région, jaune, rouge, etc. Ça fait partie des lois humaines. Mais il existe aussi des lois de l'esprit. Et quelqu'un qui est à l'écoute de lui-même, il va être capable d'évaluer la justesse ou non sur le plan vibratoire de certaines lois humaines, dans mesure de voir dans quel sens c'est appointé avec l'esprit ou non.
quelqu'un peut porter un jugement critique pour, par exemple, la sensibilité évaluée que d'amener un jeune enfant à porter un masque au visage pendant toute une journée d'études à l'intérieur puis à l'extérieur de l'école, donc sur son site éducatif au Québec, alors qu'il se trouve en zone rouge. Quelqu'un peut évaluer que c'est un abus d'autorité de faire subir ça à un enfant, un manque de respect de sa sensibilité, surtout que lorsqu'il est assis à son bureau, si l'enfant peut être à 2 mètres des autres. Donc, il n'y a pas à ce moment-là de menace objective de contamination d'autres personnes par rapport à des particules rapprochées qui seraient expédiées de sa bouche comme des postillons qui pourraient en projeter sur une autre personne ou recevoir. Donc, pourquoi que je vous dis ça? C'est que, présentement, on cherche, comme autrefois dans le temps de la religion, à faire se sentir coupables les gens qui sont à l'écoute d'eux-mêmes, de leur sensibilité et de leur sens critique pour porter une évaluation à l'égard de qu'est-ce qui se passe présentement. Et par rapport à ça, ça peut détourner les gens d'eux-mêmes. Et ça, c'est un détournement qui est extrêmement grave parce que si l'individu est détourné de lui-même, ben à ce moment-là, il est déconnecté de sa source, il est déconnecté de sa liaison psychique. Donc, à ce moment-là, il ne peut pas bénéficier de la totalité de son être. Et c'est sûr que l'idée d'être au service du collectif, de se soumettre à ça, il y a des gens qui ont sans doute saturé de ça. Il y a des gens qui ont pu baigner dans la religion où c'était valorisé pendant 10, 20, 30 ans. Puis la personne, ben c'est sûr que si elle s'est beaucoup reniée au fil des ans, tôt ou tard, en venir à entrer dans un état de colère pour dire « c'est assez, j'arrête de me renier pour être au service d'un agenda collectif qui m'échappe, je m'écoute ». Mais ici, ce qu'il faut comprendre, parce qu'il y a des gens qui vont dire « ah ben la personne va s'écouter, puis elle va créer du désordre en société ». Pas nécessairement. Parce que l'écoute de soi, ici, est dans l'optique de tenir compte aussi des autres de l'environnement. Puis si la personne est à l'écoute de la mise en vibration, c'est-à-dire de l'intelligence cosmique qui peut chercher à s'extérioriser à travers elle, puis elle s'ajuste à ça, bien, il n'y aura pas d'esprit de nuire aux autres. Pour nuire aux autres, ça prend une personne qui est en relation avec le plan astral. Quelqu'un qui connaît une liaison psychique avec le plan éthérique n'aura pas un esprit de faire souffrir les autres. Il ne pourra pas être techniquement sadique, parce que être techniquement sadique, c'est une attitude psychologique qui est en relation avec la filiation d'une conscience avec le plan astral. Alors que si la conscience d'un individu est à l'unisson avec le plan éthérique, il n'y a aucune possibilité de nuisance objective qui peut être commis par l'individu parce que l'individu, à ce moment-là, ne réfléchit pas, n'intellectualise pas les choses et il n'y a pas d'esprit de domination. Ce qui peut faire en sorte que si quelqu'un est mis en vibration, sans réfléchir, à être à moins de 2 mètres d'une autre personne, vibratoirement parlant, ça peut être intelligent, même si, sur le plan humain, et en fonction du décret mis en place par rapport au gouvernement de la zone auquel il se trouve, ça ne l'est pas. Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que les gouvernements vont établir des lois qui sont des principes qui sont codifiés dans la forme en relation avec une intelligence qui est relative. Tandis qu'un être qui fonctionne à partir d'une intelligence absolue, il n'y a pas besoin de loi pour intégrer ou ajuster son comportement parce que son comportement est déjà très ajusté. Et à quelque part, c'est sûr que les gouvernements peuvent avoir des rôles pour empêcher les débordements d'astralité. C'est-à-dire que les êtres qui font la gestion au niveau du gouvernement, qui, par exemple, ont un certain niveau énergétique par rapport à la haute spiritualité, vont pouvoir encadrer des gens de vibration moindre. Sauf que s'ils cherchent à imposer un encadrement aussi rigide à un individu qui est en relation avec le plan éthérique et qui n'a pas besoin de ce type d'encadrement-là pour ne pas occasionner de chaos, ben à ce moment-là, c'est problématique. Parce que à ce moment-là, si
un encadrement d'un niveau vibratoire inférieur à celui de l'individu qui est en relation avec le plan éthérique lui est imposé, et l'individu se soumet à cet encadrement-là et perd contact avec la dimension éthérique de sa conscience en faisant obstruction à cette dernière par rapport à la soumission à des formes qui proviennent de son environnement. À ce moment-là, ça peut amener l'individu à connaître une déchéance psychique. C'est sûr que dans un sens, l'individu peut constater le manque d'intelligence de certaines lois à partir de sa conscience étant plus vaste que celle de l'individu qui l'a orchestré. Par contre, il peut donner une conformité d'apparence à certaines lois gouvernementales pour ne pas connaître une dégradation de sa qualité énergétique et être en contact avec lui-même. Donc ça, c'est sûr que ça peut se faire aussi, de donner en apparence une conformité en fonction de formes extérieures qui lui sont présentées, en ce sens que si ça peut lui permettre de diminuer les pertes d'énergie inutiles qui seraient occasionnées, devrais-je dire, en contestant ces éléments-là de loi. C'est sûr que tout ça est subtil puis délicat. Par contre, ce que je veux dire dans l'enregistrement d'aujourd'hui, d'évaluer les choses par soi-même, d'être à l'écoute de sensibilité, c'est pas nécessairement quelque chose de péjoratif ou d'égoïste. Si c'est fait dans une optique de pas nuire à autrui ou de créer de désordre ou de chaos. Donc, c'est l'élément que je voulais dire. Et c'est sûr que j'aime aborder des questions qui touchent les lois ou l'ordre social, parce qu'on est dans une situation présentement où il y a eu un renforcement des lois dans beaucoup de pays. Et c'est sûr que ça peut amener des gens à se sentir d'une manière exagérément coupable. Et vibrer à la culpabilité, c'est une forme d'astralisation, donc ça empêche la personne de connaître la paix de l'esprit. Et la personne a évalué si son agissement d'une manière individuelle va à l'encontre des lois de l'esprit. Et ça, c'est du cas par cas. Donc, comme mentionné précédemment, quelqu'un est à moins de 2 mètres d'une autre personne, vibratoirement, le courant peut passer. Puis, dans un autre cas, la même personne est en contact, mais avec une personne différente, puis non, ça passe pas, puis elle serait mieux, non pas d'être à 2 mètres, mais à 2 kilomètres ou pas voir cette personne-là. Mais ça, c'est en fonction de lois d'énergie qui sont différentes des lois qui peuvent être codifiées dans des formes et enregistrées sur ordinateur ou sur papier sous la forme de documents écrits et de décrets. Et sinon, c'est sûr que par rapport à l'écoute de soi, j'aimais bien, entre autres, la notion de rappel de soi auquel faisait abondamment André Moreau dans le cadre de son enseignement de sa philosophie jovialiste. Donc, cet auteur et conférencier québécois qui amenait les individus constamment à se rappeler à eux-mêmes, être à l'écoute de ses besoins. Ça m'a apporté beaucoup. Et aussi, une des notions qu'il abordait que je trouve intéressante, c'est celle du choix de soi comme absolu, qui est le seul choix qui ne nous dégrade pas et ne nous divise pas, dans le sens que si on choisit d'abord, on n'est pas relativisé par les autres, on n'est pas soumis à une volonté extérieure à la nôtre. Donc, il faut agir en fonction de sa volonté propre, puis pour y arriver, il faut choisir d'abord. Pas être soumis à l'autorité des papes de la religion, ou de la religion catholique ou de la religion sanitaire, ou d'être soumis aux spécialistes, ou être soumis aux religieux, ou être soumis par la suite aux entités angéliques, aux extraterrestres, aux gourous, aux maîtres spirituels. Non, il faut être soumis à aucune identité autre que la nôtre, bien qu'on pourrait prendre en considération les autres individus qui gravitent dans notre environnement physique ou également psychique. Donc, il faut être son propre foyer décisionnel dans son existence. C'est ça qui permet d'être libre. Et aussi, un autre élément qu'il disait, que je trouve intéressant, c'est pour ça que je vous le partage, c'est que quelqu'un qui cherche à être utile, il va être un serviteur. Et quelqu'un qui est un serviteur, eh bien, il n'est pas un maître. Donc, il n'est pas libre. Donc, c'est sûr que l'utilitarisme, qui a été entre autres valorisé par des sociétés en Occident, donc au niveau du travail, du rapport à la famille, où la personne dit « Ah, il faut que je me sente utile là, pour les gens de mon environnement »,
Puis si la personne ne se sent pas utile, elle va se sentir coupable. Elle peut même faire une dépression de ne pas se sentir utile à la société. Tout ça, c'est de l'aliénation. C'est de la perte d'énergie qui peut être occasionnée en émotivant une condition. Tandis que l'individu qui est libre, il ne cherche pas à être au service de quelque chose à l'extérieur de lui parce qu'en faisant ça, il se relativise. Comme quelqu'un, par exemple, qui est au service d'une cause spirituelle, il ne vit pas en fonction de sa volonté en premier. Il vit en fonction de son attachement à la cause. Donc, quelqu'un qui se sacrifie pour le salut de l'humanité, pour des raisons d'attachement spirituel à l'humanité, cet être-là n'est pas libre. Puis quelqu'un qui est libre, il s'occupe de lui d'abord. Il peut trouver intéressant de collaborer avec des autres à certains projets, mais il ne laisse pas l'affiliation qu'il peut avoir avec les individus de son environnement le relativiser. Et ça, c'est une notion importante. Puis lui, il disait à André, c'est ça, c'est un discours qui va en dehors du sens commun. Il dit, sentez-vous inutile maintenant? Parce que à ce moment-là, vous allez être libre maintenant. Et c'est dans l'inutilité par rapport à la société qu'un individu peut être libre. Parce que si la personne n'apprend pas à être libre maintenant, puis elle attend de se sentir inutile à la retraite, puis elle se sent coupable de ça en relation de l'intériorisation d'un conditionnement social où l'individu doit être nécessairement utile, elle va se sentir coupable, elle peut connaître une dépression. La personne qui ne travaille pas, puis qui a perdu son travail à cause d'une crise mondiale, puis qu'elle se sent inutile, puis elle se sent coupable de ça, elle se crée un surplus de souffrance psychologique inutile. Tandis que si la personne accepte de se sentir inutile dans le sens qu'elle se sent libre intérieurement, qu'elle travaille ou qu'elle travaille pas, elle va être bien avec elle-même. Qu'elle soit dans l'âge d'être sur le marché du travail ou dans l'âge d'être retraitée, qu'elle fasse quelque chose ou qu'elle ne fasse rien, à ce moment-là, elle va se sentir bien dans sa peau. Donc, si elle est capable de décider du sens qu'elle donne dans son rapport au travail, aux événements, ça va lui donner un espace de liberté intérieure. Et la liberté n'est pas d'être au service d'une machine. La liberté, c'est pas d'être le relais d'une programmation gouvernementale pour aller convertir les autres citoyens en fonction de la foi sanitaire ou de la foi religieuse, puis aller évangéliser les autres de son environnement pour se soumettre à une programmation extrêmement lourde au nom de la crise. Puis il y a des gens qui vont dire, si tu fais pas la promotion des valeurs sanitaires, tu es un traître. Ça peut être extrêmement loin, là. Donc, autrefois, les gens étaient brûlés sur des bûchers, qui n'allaient pas dans le sens de la religion, et ils étaient excommuniés. Aujourd'hui, les gens sont exclus, par exemple, des réseaux sociaux, que ce soit sur Facebook, que ce soit sur YouTube, s'ils ne vont pas dans le sens du discours officiel dans une certaine mesure. Et c'est pour ça que je fais attention lorsque je parle. Je sais que je marche présentement sur des œufs. Et c'est la raison pour laquelle, je le répète, mon discours est extrêmement subtil. Je n'invite pas les gens à la désobéissance civile. Par contre, je les invite à évaluer tout ce qui se passe présentement par eux-mêmes à l'égard de la crise. Puis voir qu'est-ce qui est réellement intelligent ou non d'adopter comme comportement sur le plan pratique et concret dans la vie de tous les jours en relation avec la crise. Puis regardez si ça tient route vibratoirement. Qu'est-ce qu'on nous propose de faire et qu'est-ce que ça nous dit intérieurement qu'on doit faire. Donc, je ramène tout le temps les gens à leur individualité. Puis je vis ça, en fait, à travers mes multiples enregistrements. Pourquoi? Pour pas que les gens me mettent sur un piédestal, bien entendu. Parce que je les invite à choisir d'abord. Puis ce choisir-là d'abord, c'est même au-delà de mon enregistrement de qu'est-ce que je peux dire. Donc, c'est sûr que moi, dans ma vie, ce que j'ai à faire, c'est de m'occuper de moi d'abord, peu importe ce que vont dire les médias ou les individus de mon environnement immédiat. Et en tant qu'individu, ma priorité, c'est de maintenir un état de paix dans mon esprit, en dépit des perturbations de mon environnement dans lequel je peux me trouver. Et c'est sûr que par rapport à ça, ça passe par des actions concrètes dans la vie de tous les jours. L'esprit peut avoir un impact sur le corps. On le voit dans le domaine de l'hypnose.
On le voit dans le domaine aussi de l'écoute des enregistrements de détente. Donc, quelqu'un qui va écouter avant de se coucher une méditation guidée avec des suggestions qui vont dire à la personne « vous vous sentez calme » et la personne, d'une manière consentante, naturellement, va dans le sens de la suggestion et répète « je me sens calme » et elle peut induire cet état-là à l'intérieur d'elle en relation avec la suggestion hypnotique, donc en relation avec l'induction hypnotique. C'est sûr que c'est intéressant à faire. C'est-à-dire que l'individu peut déterminer l'état interne qu'il vit avec l'exercice actif de sa volonté. Parce que c'est sûr que la personne peut connaître des attaques psychiques d'individus de son environnement, d'entités, qui peuvent chercher à l'amener à vibrer, par exemple, à de la culpabilité, puis la personne peut monter en vibration en disant « Non, je ne vis pas la culpabilité, j'installe la paix de mon esprit, je mets de l'ordre dans ma psyché, peu importe ce qu'elle perçoit dans l'environnement. » Donc, c'est sûr que être à l'écoute de soi, pour moi, c'est d'être à l'écoute de ce que je ressens, puis de me donner le droit d'oser commander activement et de contester ce qui me manque de respect plutôt que de subir tout ça là, passivement. D'ailleurs, dans les prochains instants, j'ai l'intention de lire des énoncés dans l'optique d'interférer activement en ma faveur dans mon existence avec le verbe vers le monde plutôt que de le subir passivement et de l'absorber comme une éponge. Donc, c'est sûr qu'on peut agir avec des gestes concrets dans la matière. Donc, quelqu'un qui veut être en santé, bien, concrètement, il peut aller s'entraîner. Concrètement, il peut manger de l'alimentation qui est saine. Mais il y a un travail qui peut se faire aussi à travers l'usage de la parole d'une manière volontairement consciente pour énoncer les éléments qu'on veut installer dans notre vie. Et en ce sens-là, ben, je vais prononcer des paroles dans les prochaines minutes. J'ai rédigé des énoncés. De faire ça, ça me met dans un état qui est agréable. Donc, c'est sûr que c'est personnel à moi, là. C'est pas nécessairement le cas de tout le monde, là. Mais ce que je peux dire dans mon expérience, de me concentrer à visualiser et de installer activement avec ma conscience ce que je veux, puis de centrer mon attention là-dessus, ça me permet de vivre un état interne qui est plus agréable que d'absorber, par exemple, la vibration de souffrance d'individus dans un bulletin de nouvelles qui vont, par exemple, parler devant des journalistes, en fait, et dire là, qu'ils souffrent de la crise, là, qui ont été gravement malades, puis sont dans la tristesse, puis dans un état de déchéance psychologique parce qu'ils ont perdu leur travail. Donc, d'absorber ces vibrations-là, oui, je comprends qu'est-ce qu'ils vivent, mais d'absorber ça puis de vibrer de la tristesse, pour moi, c'est pas intelligent. Donc, c'est sûr qu'une fois de temps en temps, j'écoute des bulletins de nouvelles pour voir qu'est-ce qui se passe dans le monde, mais en même temps, une fois de temps en temps aussi, pour rester dans une vibration qui est saine, j'agis pour maintenir l'équilibre, la paix dans mon mental. Donc, c'est sûr que la paix ne vous est pas donnée en passant. Il faut la prendre. Il faut la prendre activement. Il faut être capable de faire preuve de contestation dans l'esprit, d'esprit critique et d'avoir une volonté qui est ferme pour que la paix soit maintenue. Parce qu'il ne suffit pas de vivre un moment de détente en écoutant de la musique douce ou une méditation guidée pour être en paix pour le reste de sa vie. Mais non, c'est souvent à refaire. D'où la puissance de volonté qui peut être développée pour faire face aux oppositions à la paix interne, surtout en période de crise de coronavirus ou autre, naturellement. Donc, je vais lire les énoncés qui vont suivre. Donc, je commence. Je commande à mon corps de produire les éléments favorisant sa santé, sa longévité et sa beauté. Je commande à mon être de répondre à tous mes besoins physiques, affectifs, intellectuels, financiers, énergétiques. Je génère la paix dans ma psyché et la maintiens en dépit de ce qui arrive à l'environnement qui m'entoure. Je génère la beauté dans ma conscience et le sentiment de plénitude. J'agis avec justesse et en utilisant au besoin
ma puissance de contestation psychique activement pour préserver la paix de l'esprit dans ma vie. Je manifeste et installe en moi la volonté, l'intelligence et l'amour. J'amplifie la puissance de mon centre de gravité permanent et ma force psychique. Je me connecte et reste branché à la dimension cosmique de mon être et aux lois de la vie. Je communique avec facilité et plaisir mes émotions. Je me nourris de lumière. J'occupe tout mon espace psychique pour y manifester la paix et la beauté. Je convertis les entrées astrales dissonantes pouvant se produire dans ma conscience en lumière harmonisée à la dimension cosmique de mon être. Donc ici, je fais un travail de transmutation. Donc ici, c'est un travail qui peut se faire à différents niveaux. Donc on peut percevoir une forme mentale dissonante, une pensée qui manque d'ajustement, puis on peut dire intérieurement: je transmute l'astralité en lumière. Je transmute l'astralité en lumière. L'astralité se transmute en lumière. L'astralité se transmute en lumière. J'installe une vibration qui va neutraliser, j'allais dire la charge virale, mais la charge astrale qui est derrière une pensée qui pourrait orchestrer des émotions. Donc, je transmute les formes astrales qui me sont acheminées, qui pourraient perturber ma psyché, en lumière, qui va s'harmoniser à la totalité de mon être en harmonie avec les lois de la vie. Donc, il y a un travail de conversion énergétique qui peut être opéré pour se maintenir et entretenir l'ordre en dépit des formes auxquelles on peut être exposé par la pensée. C'est sûr que si on part du principe que la pensée vient d'ailleurs, bon, ben, à ce moment-là, il peut y avoir des entrées de pensée astrales, sans compter les pensées qui nous sont présentées par des individus interposés dans le cadre de bulletins de nouvelles, de publicités qu'on voit à la télévision, pour nous emmener à nous sentir coupables si on ne croit pas, par exemple, au discours officiel, le narratif officiel associé, par exemple, à une crise. J'imprègne le lieu de ma résidence de la paix et de la vitalité de mon esprit. J'entretiens un espace favorisant la santé, la régénération, la beauté et la paix dans ma résidence. Ma volonté est d'installer dans le lieu où je vis un foyer de lumière qui est là, en relation avec ma psyché, qui fait en sorte que à chaque fois que je franchis la porte de ma résidence et que j'entre chez moi, je me sente automatiquement bien dans ma peau. Je me sente ressourcé. Donc, autrement dit, je ne laisse pas la place à des entités adverses à ma vibration, ma sensibilité, imprégner le lieu. Donc, j'occupe tout l'espace parce que la nature a horreur du vide. Donc, je prends la place au lieu que ce soit des entrées astrales qui prennent la place. Donc, voilà où je veux en venir. Donc, ensuite, j'ordonne le nettoyage de mon énergie automatique de l'astral qui pourrait m'imprégner lorsque je regarde l'ordinateur, la télévision, ou à chaque fois que je sors d'un endroit présentant un taux vibratoire dissonant, astral et pollué. Je commande à mon corps de générer activement un taux normal de cellules saines dans mon intestin et les autres organes de mon corps. J'ai sélectionné en particulier cet énoncé-là à mentionner parce que mon père est décédé du cancer des intestins et j'ai eu d'autres personnes dans la famille qui ont eu des problèmes importants avec les intestins. Donc, je vise à m'avantager à travers cet énoncé-là pour favoriser la santé, plus particulièrement de mon intestin et de générer des cellules saines dans cet organe de mon corps ainsi que les autres qui le constituent. J'amplifie la santé de mon système musculaire aussi. Et c'est sûr que je passe en revue les différents organes, que ce soit le cœur, les poumons, les reins, pour les investir de ma présence, de ma lumière
et les investir d'une volonté qu'ils soient en paix. Donc, c'est sûr que par rapport à tous les énoncés imaginables qu'on peut faire, l'important, bien entendu, c'est d'agir en conséquence. Donc, on peut dire quelque chose, mais les actions doivent aller dans le sens de la parole pour qu'il y ait une cohérence dans la conduite de l'individu, naturellement, pour amener et actualiser certaines choses dans son existence. Et c'est sûr qu'on peut formuler aussi des décrets. Parce que là, dans les derniers mois, les gouvernements ont fait beaucoup de décrets, ils ont décrété des choses, utilisé leur autorité pour décréter, par exemple, l'état d'urgence, décréter la fermeture des salles d'entraînement ici au Québec, de décréter la fermeture des restaurants, de décréter le Québec sur pause, le confinement. Ils peuvent décréter ci, décréter ça. Et l'individu, je vous le mentionne et je vous l'annonce, peut décréter aussi des choses dans sa vie. Donc, quelqu'un pourrait affirmer « Je décrète que ma volonté, c'est d'être bien dans ma peau. Je décrète que ma volonté, c'est d'être en santé. Je décrète que ma volonté, c'est d'être capable d'avoir accès au réel. Je décrète que ma volonté, c'est d'être libre dans ma conscience, dans ma psyché. » Donc, on peut décréter différentes choses. Donc, c'est sur ces considérations que je vais compléter l'enregistrement d'aujourd'hui. Et bien entendu, comme je l'ai déjà fait dans le passé, je tiens à saluer les gens qui auront écouté l'enregistrement et plus particulièrement celles et ceux qui m'auront fait parvenir des contributions financières en soutien à mes activités de diffusion web. Et c'est sûr que s'il y a des gens qui sont intéressés à me faire parvenir de l'argent, bien, vous avez les informations en bas de la vidéo présente sur comment procéder pour m'acheminer de l'argent par les services de paiement sécurisés PayPal et également Interac. Donc, je vous dis à bientôt et au revoir.